C'est la femme de ménage des Cils, a dit papa aux invités du mariage. Puis quelqu'un a crié, mon Dieu. C'est elle à la télé? Papa a fait tomber son verre de champagne. Je m'appelle capitaine de corvette Élise Lambert, de la Marine nationale française. Et le jour du mariage de ma sœur, j'ai entendu mon propre père dire à toute une salle que j'étais la femme de ménage des commandos marines. 5 minutes plus tard, quelqu'un a crié, oh mon Dieu, c'est elle à la télé? Et mon père a laissé tomber sa coupe de champagne au milieu de la réception. Le son du cristal qui se brise peut fendre une pièce en deux. Mais avant d'en arriver à ce moment, vous devez comprendre le silence qui l'a précédé. C'était le genre de mariage que la Provence s'est organisé à la perfection. Des tentes blanches sur la pelouse d'un vieux château. Les platanes centenaires se balançant dans la brise. Un quatuor de jazz s'échauffant sous l'auvent. Ma sœur Chloé avait rêvé de ce jour depuis que nous étions enfants. Et je n'allais pas laisser ma propre relation compliquée avec notre père jeter une ombre sur sa journée. J'étais arrivé par avion la veille au soir de Lorient, en Bretagne, encore en train de me défaire du rythme de la vie de base, les courses matinales d'entraînement physique, les salles de briefing, le bourdonnement silencieux des serveurs dans l'aile des opérations. Pour le mariage, je portais mon uniforme de cérémonie blanc de la marine. Chloé me l'avait demandé. Elle disait que ça aurait un air incroyable sur les photos, et pour être honnête, je voulais la rendre fière. La première heure de la réception n'a été que poignée de mains polies et retrouvailles avec des parents que je n'avais pas vus depuis des années. Mon père, le colonel à la retraite Richard Lambert, tenait la cour près du bar ouvert. C'était un homme qui pouvait remplir une pièce sans effort, grand, les cheveux argentés, une poitrine comme un tonneau et une voix qui portait comme celle d'un instructeur militaire. Il avait toujours été plus à l'aise avec les hauts gradés de l'armée qu'avec ses propres enfants. J'étais sur le point de me joindre à une conversation avec un vieil ami de la famille quand j'ai entendu son rire, cet aboiement sec, presque théâtral, qu'il utilisait quand il racontait une histoire. C'est la femme de ménage des commandos marines, a-t-il dit, souriant au petit cercle d'hommes autour de lui. Ils ont ri, certains poliment, d'autres sincèrement, et j'ai senti les mots m'atteindre comme un coup que je ne pouvais pas parer. Il avait déjà dit des variantes de cette phrase, toujours sur ce ton de plaisanterie. Mais ici, dans ce cadre, alors que la journée de Chloé se déroulait sous une lumière parfaite, ça piquait différemment. Quelques invités m'ont jeté un coup d'œil. J'ai souri de ce sourire crispé et entraîné que l'on apprend dans l'armée quand quelqu'un vous sous-estime dans une salle de briefing. Puis j'ai continué, serrant des mains, offrant des félicitations, prétendant n'avoir rien entendu. Mais à l'intérieur, je sentais monter cette vieille chaleur familière, celle qui vient d'années à être mesurée à l'aune d'un étalon impossible. Mon père croyait au vrai service militaire, ce qui dans son esprit signifiait les armes de combat. Mon travail de soutien aux forces spéciales navales ne comptait pas. Peu importaient les nuits que j'avais passées éveillé à suivre des ressources dans des eaux hostiles. Peu importaient les gens en vie aujourd'hui grâce à ce que mon équipe avait fait. Pour lui, j'étais une femme de ménage. J'ai aperçu Chloé de l'autre côté de la tente, radieuse dans sa robe en dentelle, et je me suis forcé à me recentrer. C'était sa journée, pas la mienne. Je pouvais endurer une autre tournée en tant que petite sœur inoffensive si cela signifiait préserver la paix. Ce que je ne savais pas, ce qu'aucun de nous ne savait, c'est qu'avant la fin de la nuit, toute la liste des invités me verrait sous un jour très différent. J'aimerais pouvoir dire que la pique de mon père au mariage était un moment isolé. Ce n'était pas le cas. C'était l'écho d'années, la même note jouée encore et encore jusqu'à devenir la bande sonore de la façon dont ma famille me voyait. Grandir dans une maison dirigée par un officier de carrière signifiait que notre monde était construit sur des règles, des inspections et un courant sous-jacent constant de compétition. Papa croyait que l'armée était le terrain d'épreuve du caractère, mais seulement certaines de ses parties. L'infanterie, les opérations spéciales. Tout ce qui portait un fusil ou le mot au combat dans son titre, c'était ça, le vrai. Tout le reste, c'était du soutien, de l'auxiliaire. Nécessaire peut-être, mais pas digne de respect. Quand je me suis engagé à 19 ans, je voulais son approbation plus que je ne voulais ma paix. Je me suis poussé à travers les classes, à travers la formation spécialisée, à travers les longues semaines éreintantes de travail en logistique pour la marine. Ma première affectation était dans une unité de renseignement, planifiant des itinéraires, déplaçant du matériel, coordonnant avec des forces opérationnelles interarmées. Il est venu me rendre visite une fois, a traversé le centre des opérations, a hoché la tête devant le mur d'écran, puis m'a demandé au dîner s'il m'arrivait de faire quoi que ce soit en dehors d'un bâtiment climatisé.
Le truc avec les commentaires de mon père, c'est qu'ils n'étaient pas toujours cruels dans le ton. Parfois, ils étaient juste désinvoltes, presque comme s'ils ne réalisaient même pas le poids derrière eux. C'est ce qui les rendait si blessants. Le tournant, celui dont je ne lui ai jamais parlé, est survenu 2 ans plus tard pendant le stage commando, lorsque j'ai tenté le processus de sélection éreintant, non pas pour devenir une opératrice, mais pour me qualifier pour une unité de soutien spécialisée. C'était une filière que si peu de gens connaissaient même l'existence. J'ai enduré les épreuves, les marches forcées, les kilomètres infinis sur le terrain, pour finalement être retiré de la formation après une fracture de fatigue à la jambe. Je pensais que c'était la fin, mais un commandant que je respectais m'a pris à part et a dit « Tu n'as pas fini. Tu prends juste une porte différente. » Cette porte différente m'a mené au commandement logistique d'élite qui soutient les commandos marines à travers le globe. Les gens qui s'assurent que ces missions ont l'équipement, les renseignements et les plans d'extraction pour réussir. Nous étions les fantômes derrière les fantômes. Mais essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui mesure la valeur en termes d'échange de tirs. Chaque fois que je rentrais à la maison pour Noël, papa tenait la cour dans le salon, échangeant des histoires avec d'autres vétérans pendant que j'étais assise dans un coin, sirotant un café, invisible. Une fois, devant mon frère et quelques-uns de ses copains de l'armée de terre, papa a souri et a dit « Élise, ici. » C'est probablement grâce à elle que les commandos marines ont des locaux propres. Ils ont ri. J'ai ri aussi, parce que qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? On apprend à porter ces moments comme des sacs de sable. Lourds, encombrants, mais ils font partie du fardeau. Avec le temps, on arrête d'essayer de les poser. On devient simplement plus fort pour les tenir. Au moment du mariage, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de différent. Je portais mon uniforme parce que Chloé me l'avait demandé. Je me suis tenu en formation pour les photos parce que ça la rendait heureuse. Et quand papa a lancé sa phrase sur le fait d'être une femme de ménage, je l'ai juste ajouté à la pile. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que quelque part au-delà de cette tente blanche et des platanes, la pile était sur le point de s'effondrer. Et quand elle le ferait, tout le monde dans cette pièce en sentirait l'impact. Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas corrigé mon père quand il m'a appelé une femme de ménage. Ce n'était pas seulement de la retenue. C'était le fait que je ne pouvais pas lui dire, ni à personne d'autre, ce que j'avais réellement fait. 2 ans avant le mariage de Chloé, j'ai été affecté à une force opérationnelle interarmée opérant dans le golfe de Guinée. Le genre d'affectation où vos appels téléphoniques sont surveillés, vos déplacements sont cloisonnés, et vous apprenez à oublier quel jour on est parce que les dates n'ont pas d'importance quand vous êtes sur des rotations de 24 heures. Notre fenêtre de mission s'est ouverte par une nuit humide de mai. 2 opérateurs des commandos marines avaient disparu lors de ce qui était censé être une patrouille de reconnaissance à faible visibilité. Les renseignements suggéraient qu'ils avaient été capturés et étaient détenus dans un village côtier sympathique à une milice armée. Le temps jouait contre nous. Plus ils restaient sur place, moins il y avait de chances que nous les récupérions vivants. Mon travail n'était pas d'enfoncer des portes ou de sécuriser des pièces. Mon travail était de m'assurer que les gens qui le faisaient pouvaient entrer, sortir, et ne laisser aucune trace. Cela signifiait sécuriser un navire non marqué capable de longer la côte sans être détecté par les radars. Cela signifiait organiser le ravitaillement en vol de notre drone de reconnaissance sans déclencher les réseaux de surveillance locaux. Cela signifiait trouver un moyen de déguiser nos communications cryptées en bavardages inoffensifs entre bateaux de pêche. Et cela signifiait faire tout cela en 48 heures avec rien de plus qu'une équipe squelettique, une salle de serveurs vieillissante et une pile de faveurs que j'avais accumulées sur une décennie. Quand les avertissements de tempête tropicale sont tombés, la moitié du commandement voulait abandonner, mais la météo est à double tranchant, la même tempête qui menaçait notre route offrait également une couverture. J'ai donné le feu vert au plan. Nous avons fait passer un largage de ravitaillement à travers les bandes extérieures de la tempête en utilisant un avion cargo local avec un manifeste falsifié. Ce largage comprenait les trousses médicales, les munitions et les harnais d'extraction qui seraient utilisés des heures plus tard. J'ai surveillé toute l'opération depuis une salle de contrôle obscurcie. Le son de la pluie martelant le toit en tôle ondulée. Mon casque rempli de rafales de bavardage codé. Quand notre équipe d'extraction a appelé personnel sécurisé, je me suis permis une profonde inspiration. Ils s'en sont sortis, se glissant dans la tempête comme s'ils n'avaient jamais été là. Le rapport déposé par la suite faisait 3 pages. Mon nom y apparaissait une seule fois, enfoui dans la liste des officiers logistiques. 2 semaines plus tard, j'étais de retour en France,
assise à la table de cuisine de mon père pendant qu'il me demandait si j'avais fait quelque chose d'intéressant récemment. J'ai dit, non, c'est la malédiction et l'honneur de ce travail, on mesure ses victoires en vie sauvée, pas en gros titres gagnés. Les seules personnes qui comprennent vraiment sont celles qui ont été là avec vous. Alors, quand il a plaisanté sur le fait que je passais la serpillière pour les commandos, je n'ai pas mordu à l'hameçon. Il n'avait pas tort au sens littéral. Je nettoyais bien après eux, mais pas de la manière qu'ils pensaient. Le quatuor à cordes se lançait dans une version lente et cuivrée de la bohème quand je suis retourné sous la tente de la réception. De l'extérieur, tout semblait parfait. Des flûtes de champagne qui s'entrechoquent, des serveurs se faufilant entre les tables avec des plateaux de canapés, les mariés riant dans un tourbillon de soie et de lumière. Dans ma tête, cependant, la conversation au bar résonnait encore, la femme de ménage des commandos. Je me suis dit de laisser tomber, d'être la plus intelligente. Mais quand on a passé des années à maîtriser le calme sous pression, on sait aussi exactement jusqu'où son sang-froid peut s'étirer avant de se rompre. Papa était toujours planté près du bar, une main dans sa poche, l'autre gesticulant pendant qu'il parlait. Le groupe avait changé. Maintenant, c'étaient des oncles, quelques-uns de ses vieux copains de l'armée de terre et quelques amis de la famille. J'ai saisi des bribes en passant, vrais soldats, lignes de front, gratte-papier. Ils riaient au bon moment, certains par politesse, d'autres parce qu'ils pensaient être dans la confidence. Je sentis des yeux se tourner vers moi alors que je me dirigeais vers la table d'honneur. Ce regard subtil et évaluateur que les gens vous lancent quand on les a préparés à vous voir comme quelque chose de moins. Je me suis arrêté près de la pièce montée quand j'ai attrapé un fragment de conversation derrière moi. La voix d'un homme, basse mais audible, « Ouais, j'ai entendu dire qu'elle est dans la marine, mais pas, tu sais, cette marine-là. » Un rire a suivi, rapide et court comme le pop d'un bouchon. Je voulais me retourner pour les remettre à leur place. Au lieu de cela, j'ai continué, chaque pas délibéré. Chloé m'a intercepté avec une étreinte, heureusement inconsciente de tout. Son monde ce soir n'était que fleurs, vœux et danse. Je l'ai étreinte en retour, en faisant attention de ne pas laisser le poids dans ma poitrine s'infiltrer dans mon sourire. Elle a ajusté la tombée de ma veste d'uniforme, a complimenté le brillant de mes chaussures et s'est envolée pour saluer une autre table. Quand le photographe a appelé le cortège nuptial à se rassembler, je me suis tenu en formation avec les autres, le blanc de mon uniforme traçant une ligne nette parmi les smokings et la mousseline. Papa se tenait à l'écart, riant avec une flûte de champagne à la main. D'où j'étais, je pouvais voir comment sa posture rayonnait d'aisance, comme si sa version de l'histoire était la seule qui comptait. Dans la marine, j'ai déjà été sous-estimé. À l'entraînement, même en déploiement, la plupart du temps, j'ai appris à l'utiliser. C'est une sorte de couverture, laissez les gens penser qu'ils vous ont cerné, et ils ne vous verront jamais venir. Mais ce soir n'était pas une mission. Ce soir, c'était personnel. Alors que j'attendais mon tour pour les photos, une des amies d'université de Chloé s'est penchée. « Alors, dit-elle d'un ton léger, tu travailles vraiment avec les commandos marines ? Ou c'est juste une façon de parler ?» Son ton n'était pas cruel, puis il était curieux de cette manière que les gens ont quand on leur a déjà servi une version de la vérité. J'ai souri et répondu, je travaille là où ils travaillent. C'était la réponse la plus propre que je pouvais donner sans ouvrir un dossier classifié. Elle avait l'air intriguée, mais avant qu'elle ne puisse insister, le photographe a pris la dernière photo de groupe et nous a congédiés. J'ai repris ma place alors que les toasts commençaient. Les verres se sont levés, des histoires ont été racontées, l'air s'est réchauffé à chaque salve d'applaudissements. Pendant tout ce temps, les mots continuaient de tourner dans ma tête comme une marée que je ne pouvais pas repousser. Femme de ménage, gratte-papier, pas un vrai soldat. Un serveur est passé pour remplir les verres d'eau. Il a posé le mien un peu plus fort que nécessaire, comme s'il se dépêchait d'aller à la table suivante. L'ondulation dans l'eau a capté les guirlandes lumineuses au-dessus, se brisant en reflets dispersés, nets et inégaux, tout comme mes pensées. J'ai pensé aux 2 opérateurs dont j'avais serré la main dans le hangar après ce sauvetage orageux. La façon dont l'un d'eux m'avait regardé et dit « Nous ne serions pas là sans vous ». C'était une vérité que personne sous cette tente blanche, peut-être même pas mon propre père, ne comprendrait jamais pleinement. Ma fourchette planait au-dessus de l'assiette alors qu'une autre salve de rire éclatait près du bar. La voix de papa a de nouveau porté par-dessus la musique, profonde et retentissante. Je n'ai pas saisi les mots cette fois, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà le script.
Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que la compréhension était sur le point d'arriver, assez fort pour faire taire toute la maudite salle. Les meilleurs moments lors des mariages sont censés être les plus calmes. La danse lente entre le couple quand tout le monde s'efface, ou le moment où un parent croise le regard de son enfant et où l'on peut voir toute une vie dans ce coup d'œil. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas calme. Ce n'était pas doux. C'était le genre de chose qui fait tourner 100 têtes à la fois. J'étais à mi-chemin d'une bouchée de poulet rôti quand j'ai remarqué une vague de distraction traverser la pièce. Au début, j'ai pensé que c'était les serveurs qui débarrassaient les assiettes, ou peut-être le DJ qui testait le système de son. Mais ensuite, j'ai vu un adolescent en costume bleu marine assis à la table du fond, près du buffet de dessert, fixant son téléphone comme s'il venait de voir un fantôme. « Oh mon Dieu !» dit-il juste assez fort pour que les gens à sa table se penchent. Puis plus fort, « OHMONDIEU, c'est elle à la télé ?» Les mots ont transpercé le brouhaha, le cliquetis des verres, les faibles notes de Charles Aznavour qui flottaient depuis les haut-parleurs. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. De l'autre côté de la tente, j'ai vu la posture de mon père changer. D'abord la confusion, puis la plus faible lueur de quelque chose de plus vif. Il tenait une coupe de champagne. Un doigt passé dans la tige. Je connaissais cette prise. Je l'avais vu tenir un fusil de la même manière des années auparavant, stable, confiant, inébranlable. Mais à ce moment précis, sa main a vacillé. Le téléphone de l'adolescent faisait déjà le tour des tables, les invités se penchant pour voir le petit rectangle de lumière brillante. Et là, j'étais, non pas à ma place de demoiselle d'honneur, non pas souriant sur une photo mise en scène, mais debout dans la cour d'honneur des Invalides à Paris en grand uniforme blanc, une rangée de décorations sur ma poitrine. Le bandeau en bas de l'écran disait « Officière de la Marine nationale honorée pour service distingué dans des opérations interarmées classifiées ». Ma voix sortait des minuscules haut-parleurs du téléphone, cette récompense n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à l'équipe qui a monté la garde quand les autres dormaient, qui a porté le fardeau quand les autres ne le pouvaient pas, et qui a ramené nos gens à la maison. La vidéo avait été enregistrée plus tôt ce matin-là, avant que je ne prenne l'avion pour la Provence. Je ne l'avais dit à personne, ni à Chloé, ni à ma mère. Certainement pas à mon père. En partie parce que je ne pouvais pas partager tous les détails, et en partie parce que, eh bien, après des années à être rabaissé, certaines habitudes sont difficiles à perdre. La pièce était si silencieuse maintenant que je pouvais entendre le léger pop et le pétillement du champagne dans le verre de mon père. Et puis, crash. La tige lui a glissé des doigts. Le verre a heurté le plancher en bois, se brisant en une douzaine de morceaux tranchants. Des bulles dorées se sont répandues en une flaque qui s'élargissait. Pendant un instant, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le regard de mon père était fixé sur moi. Sa mâchoire serrée comme s'il voyait une étrangère. L'homme qui avait toujours cru que je restais sur la touche regardait maintenant une version de moi qu'il ne pouvait pas faire entrer dans les cases bien nettes qu'il avait construites au fil des ans. Le jeune garçon, que Dieu le bénisse, a rompu le silence. C'est partout aux infos, dit-il, presque à bout de souffle. Il vous appelle une héroïne. Je ne savais pas si je devais sourire, me lever ou me recroqueviller sur ma chaise. J'ai choisi l'immobilité. Laissez-les regarder. Laissez la vérité s'installer sans que je dise un mot. Quelque part en arrière-plan, j'ai entendu une fourchette teintée contre un verre, le signal pour le prochain toast. Mais plus personne ne prêtait attention au discours. Tous les yeux étaient sur moi, et sur l'homme qui venait de laisser tomber sa coupe de champagne. Le maître de cérémonie du mariage a hésité, microphone à la main, jetant un regard entre moi et la scène figée près du bar. On pouvait sentir l'air changer, comme il le fait juste avant qu'un orage d'été n'éclate, épais et plein d'attente. Quelqu'un près de la table d'honneur a parlé en premier. Capitaine de corvette Lambert, dirent-ils, d'un ton hésitant, comme s'ils essayaient le titre sur leur langue. C'est vraiment vous ? Tous les yeux se sont tournés vers moi. Une centaine de visages, parents, anciens voisins, étrangers en smoking de location, tous fixants, attendant. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant contre le sol poli. C'est moi, ai-je dit. Ma voix était stable, bien que mon pouls battait assez fort pour que je le sente au bout de mes doigts. Je n'avais pas prévu ce moment. J'avais pensé que je pourrais me glisser dans la nuit avec rien de plus que des sourires polis et des conversations sans risque. Mais voilà,
la vérité était traînée au grand jour par un gamin avec un smartphone, dans une émission que je ne m'attendais pas à ce que quiconque en Provence voie. J'ai marché vers la table la plus proche où un téléphone diffusait encore la vidéo de la cérémonie. L'image de moi-même sur scène semblait surréaliste. Les lumières vives, les rangées d'uniformes, la médaille épinglée sur ma veste. Je l'avais vécu quelques heures auparavant, et pourtant, c'était comme regarder quelqu'un d'autre. Une femme en robe à fleurs s'est penchée en avant. « Quoi ? Qu'avez-vous fait ?» a-t-elle demandé. J'ai jeté un regard vers mon père. Il n'avait pas bougé. Ses mains étaient vides maintenant, mais les éclats de verre brillaient toujours sur le sol à ses pieds. « J'ai fait mon travail, ai-je dit. Puis, après un temps, et parfois, ce travail vous emmène dans des endroits dont vous ne pouvez pas parler, des endroits où vous devez prendre des décisions rapides et prier d'avoir pris les bonnes. » La salle est restée silencieuse. On pouvait presque entendre les gens réorganiser l'image qu'ils avaient de moi, passant de femme de ménage à quelque chose pour lequel ils n'avaient pas d'étiquette précise. Je leur ai donné la version la plus simple possible. Comment 2 hommes avaient été bloqués dans des eaux hostiles. Comment il n'y avait pas de temps, pas de marge d'erreur. Comment nous avions utilisé la météo pour couvrir notre approche. Et comment nous les avions sortis de là. J'ai omis les coordonnées, les noms, la partie où j'avais passé 72 heures sans dormir, ou le fait que j'étais prête à risquer une sanction disciplinaire grave si le plan échouait. Quand j'ai fini, quelques personnes ont hoché la tête. Quelques autres ont murmuré des mots que je n'ai pas pu distinguer, et quelque part au fond, un homme plus âgé avec un béret de la marine s'est levé et m'a fait un salut impeccable. Je le lui ai rendu sans réfléchir. Le maître de cérémonie est finalement intervenu, sa voix plus légère mais prudente. « Eh bien, je pense que nous venons d'apprendre que nous avons quelqu'un de très spécial dans la salle ce soir. » Levons un verre au capitaine de corvette Élise Lambert. Des chaises ont raclé, des verres se sont levés. Le son du toast a roulé à travers la tente, doux mais sûr. J'ai croisé le regard de mon père par-dessus le bord de mon verre. Il n'y avait pas de sourire, pas d'excuses, juste le poids de quelque chose de non dit. Il ressemblait à un homme au bord d'une carte qu'il avait passé sa vie à dessiner, fixant un littoral qui ne devrait pas exister. Et j'ai su alors que ce n'était pas le moment où il me dirait qu'il avait eu tort. Ce moment ne viendrait peut-être jamais. Mais je n'en avais pas besoin comme je le pensais autrefois. La vérité était sortie. Tout le monde l'avait vu. Et rien de ce qu'il disait ou ne disait pas ne pouvait l'effacer. La réception a retrouvé son rythme, mais c'était différent maintenant. Les rires étaient plus doux. Les conversations portaient un courant sous-jacent de regards furtifs dans ma direction. Pas le genre qui venait des commérages, mais le genre qui venait d'une réévaluation silencieuse. Le père du marié, un officier de la Marine nationale à la retraite, s'est approché. « Vous savez, dit-il, sont-on presque conspirateurs, j'ai travaillé avec les commandos avant. Ils ne donnent pas des décorations comme ça à n'importe qui. Vous avez fait quelque chose de mémorable. » Je l'ai remercié, mais mes yeux revenaient sans cesse vers Chloé. Elle dansait avec notre mère, radieuse comme toujours. Pendant un moment, je me suis demandé si elle avait entendu les paroles de papa plus tôt, ou si même elle s'en soucierait. C'était sa nuit, et je la voulais intacte de ce genre de tension que seules des années d'histoire familiale pouvaient créer. Je suis sorti pour respirer. L'air de la nuit était plus frais qu'à l'intérieur de la tente, transportant la légère odeur de lavande du domaine voisin. Dehors sur la pelouse, la lumière blanche tendue entre les arbres se balançait doucement. C'est alors que j'ai senti une traction sur ma manche. C'était l'adolescent qui avait tout déclenché. « Je ne voulais pas, Jean, vous embarrasser, » a-t-il dit, en traînant les pieds. C'est juste que... Mon oncle est un commando marine. J'ai entendu les histoires. Et vous voir à la télé comme ça. Je ne pensais pas que des gens comme vous existaient dans la marine. Des gens comme moi? Je me suis accroupi un peu pour croiser son regard. Ce que vous avez vu à la télé, c'est un moment. Ce qui compte le plus, c'est ce que personne ne voit. Le travail que vous faites quand personne ne regarde. C'est la partie qui maintient la mission en vie. Il a hoché la tête lentement, de la manière dont les jeunes le font quand quelque chose fait tilt, même s'ils ne peuvent pas encore le mettre en mots. Quand je me suis retourné vers la tente, j'ai aperçu papa à travers l'ouverture. Il riait avec un de ses vieux amis de l'armée, le sourire facile de retour sur son visage.
S'il ressentait quelque chose de différent à mon sujet maintenant, il n'allait pas le dire. Et peut-être que c'était bien comme ça. Parce que voilà ce que j'avais appris. On n'obtient pas toujours les excuses que l'on veut ou la reconnaissance que l'on pense mériter. Parfois, la victoire consiste simplement à vivre d'une manière qui rend la vérité indéniable. Je n'étais pas la femme de ménage des commandos marines, mais si nettoyer signifiait m'assurer que mes gars rentraient vivants, je le ferais à chaque maudite fois. Je suis retourné à l'intérieur, laissant la chaleur et la lumière m'envelopper. La musique a enflé. Chloé a tournoyé dans sa robe, et les éclats de la coupe de champagne de mon père avaient été balayés. La mission n'était pas de le changer. C'était de savoir sans aucun doute qui j'étais, et de continuer à me tenir droite dans l'uniforme que j'avais gagné. Si vous avez déjà été sous-estimé, si quelqu'un vous a déjà défini par la plus petite chose qu'il pense savoir, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas dans leurs mots. Elle est dans le travail, le courage et la vérité que vous portez quand personne d'autre ne regarde.